La diversification, c'est un mot tu vas dire, vulgaire pour expliquer un petit peu comment travailler sur les aspects financiers et de sa vie de tous les jours. Mais avant ça, on va d'abord commencer par présenter 570 Easy et ensuite, je vous présenterai justement comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans la finance islamique pour pouvoir justement diversifier nos épargnes et comment produire justement de la richesse sans riba. Donc 570 ISI aujourd'hui, on est les pionniers de la finance islamique depuis 2010 maintenant. On est à l'origine du financement islamique que vous connaissez tous, hein, qu'on appelle la Murabaha. Et on a pour objectif de travailler et de développer différents produits conformes à l'éthique musulmane. Donc les différents services que l'on a aujourd'hui, c'est de l'accession à la propriété. On a aussi une épargne dans la SCPI. On fait de l'investissement locatif, de l'assurance vie. On s'occupe aussi de la zakat et de tout ce qui est testament et succession. C'est des services qu'on propose aussi auprès de nos clients pour pouvoir justement être disponible. Euh, donc en 2010, on a créé l'accession à la propriété via la Murabaha. On a fait en 2012 les premiers financements, concrètement les premiers financements résidentiels. Donc on a essayé d'ouvrir un peu plus à tout le monde. On a ensuite développé la partie locatif. En 2018-2019, on a créé la première SCPI conforme à l'éthique musulmane. En 2020, l'assurance vie. En 2021, un pôle patrimonial. En 2022, on lance le premier plan d'épargne retraite individuel, qui est très intéressant pour préparer sa retraite. Et en 2024, donc cette année, on a reçu euh, le prix de la FinTech innovante. C'est qu'on fait partie des 100 sociétés qui sont dans la FinTech. Donc c'est plutôt rassurant pour nous. Donc ça veut dire que pendant plus de 10 ans, le fait de travailler ça, c'est une reconnaissance un petit peu pour nous, puisqu'on est dans les 100 premières sociétés innovantes. Donc pour pouvoir vous accompagner, on a un réseau de conseillers dédiés à travers toute la France. On a 13 ans d'expérience dans le conseil et on a une expertise sur les marchés financiers. Aujourd'hui, 570 ISI, c'est 130 000 membres, plus de 7 000 clients. On a récolté plus de 100 millions d'euros aujourd'hui et on a financé plus de 70 millions de biens immobiliers. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la diversification de son patrimoine. Il y a une expression qui dit que ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Donc j'ai voulu vous mettre un peu l'origine de l'expression. Donc c'est une expression qui date du Moyen Âge, puisqu'à l'époque, les paysans transportaient leurs œufs dans un seul et même panier pour aller les vendre sur les marchés. Et malheureusement, sur la route, s'il leur arrivait quelque chose, ils perdaient la totalité de leurs œufs. Et donc les œufs étaient brisés, donc impossible de les vendre. Et donc ça entraînait forcément une perte totale. Bah, c'est un peu le même principe aujourd'hui sur les marchés financiers ou même sur l'épargne qu'on va proposer via 570 ici. Donc pourquoi diversifier son patrimoine? Bah, pour plusieurs raisons. La première, c'est réduire les risques. Vous savez que quand vous diversifiez, lorsque vous mettez de l'argent de côté dans différents produits ou différentes solutions, ça vous permet de diluer ce qu'on appelle diluer le risque. OK? Et ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle une rentabilité optimisée. C'est-à-dire qu'au final, on va avoir des solutions qui vont être plus ou moins performantes et d'autres un peu plus, un peu moins. Donc ça fait plus, moins, plus, moins. Ça vous donne une rentabilité plutôt intéressante et surtout, vous allez diluer le risque qu'il pourrait y avoir quand vous faites des investissements. Je vais prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, si vous investissez, je vais prendre la location de voiture. On va prendre la location de voiture. Si vous n'avez qu'une seule voiture, forcément, ça va être compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que si elle tombe en panne, s'il y a un souci, s'il y a un problème, bah forcément, votre rentabilité et votre location ne va pas perdurer. Mais le fait d'avoir une dizaine de voitures, peut-être d'avoir des camions, d'avoir des poids lourds, d'avoir des scooters, vous voyez, cette diversification à l'intérieur même de l'activité permet justement de diluer le risque. Bah, c'est un peu le même principe. D'accord? Donc aujourd'hui, en France, vous avez des produits que les Français apprécient le plus. On en a relevé trois.
Le premier, c'est les livrets bancaires. En règle générale, beaucoup de musulmans ont quand même un livret A. À l'heure d'aujourd'hui, ça va de moins en moins de personnes ont du livret A, mais souvent vous avez un livret A. Pourquoi? Parce que vous avez votre conseiller bancaire qui va toujours vous proposer, avec l'ouverture de votre compte, un livret A. Et il va toujours insister sur l'ouverture du livret A en vous disant oui, mais c'est rien, de toute façon, les intérêts, vous pouvez les retirer, c'est pas grave, j'ai d'autres clients comme vous, sinon vous pouvez les donner. Et voilà, il y a toujours ce discours-là. Pourquoi? Parce qu'un conseiller financier dans une banque n'ira jamais dans l'intérêt du client. Parce que ça reste des vendeurs. Ce pas des conseillers, ce sont des vendeurs. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de vendre des produits sur lesquels ils sont commissionnés, sur lesquels ils vont avoir une rémunération selon la production qu'ils vont avoir. Ils vont jamais aller dans le sens du client ou jamais dans l'intérêt du client ou avec des conseils qui pourraient justement profiter au client. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui que vous retrouvez dans les banques. Et c'est pour ça que moi d'ailleurs, je suis parti parce que je vendais des choses à des clients alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Et ça, c'est une vraie problématique. Donc la problématique du livret A, c'est que c'est générateur de riba, et le riba est interdit, puisque comme vous le savez, le riba fait partie des grands péchés. Même si vous le retirez, c'est le minimum à faire, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle le moindre mal. Mais ce n'est pas une solution sur du long terme. C'est-à-dire que l'objectif, normalement, on devrait le clôturer. Ne plus avoir justement de livret A. Pourquoi? Parce que la banque utilise cet argent-là pour faire des investissements ou le prêter, et ça génère du riba, ça génère des intérêts. Et au final, votre argent qui, de base, est pur, devient impur à cause notamment du riba. Donc aujourd'hui, vous avez des solutions qui vous permettent de faire pas exactement la même chose, mais presque, mais sans riba, sur lequel vous allez investir votre argent sur des marchés financiers ou dans de l'immobilier, qui va vous permettre justement de faire fructifier votre argent sans riba devant. Et c'est l'intérêt aujourd'hui de ce rendez-vous. L'assurance vie, c'est vrai que l'assurance vie auprès de la communauté musulmane, elle est entre guillemets mal perçue, elle est mal comprise. Parce que souvent, quand on entend assurance vie, on entend pari sur la mort. C'est-à-dire que le fait que si demain je décède, je vais toucher 1 million d'euros. Donc, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que dans l'assurance vie, vous avez deux parties. Vous avez une partie qu'on appelle la prévoyance. C'est cette partie-là qui est interdite, puisque la prévoyance, c'est un pari sur la mort. Et l'islam interdit le fait de parier sur quelque chose sur lequel on n'a pas de connaissances et qu'on ne connaît pas l'avenir dessus. Et la mort fait partie de ce qu'on appelle le qadr, du destin, et on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc l'assurance vie, vous avez deux parties. Une partie prévoyance, une partie investissement, ce qu'on appelle la capitalisation. Donc aujourd'hui, chez 570 on a une solution qui utilise uniquement la capitalisation. On va voir tout à l'heure. Donc l'assurance vie permet vraiment de diversifier et d'avoir une croissance sur ces investissements qui est assez intéressante, qu'on va voir ensemble. Et le troisième produit que les Français apprécient, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que les spécialistes disent toujours que si on veut préserver son épargne, si on veut préserver son argent, on doit l'investir dans l'immobilier. Et ils n'ont pas tort. Alors, pourquoi choisir de diversifier son patrimoine? C'est ça la vraie question. Pourquoi on choisit ça? Donc, on doit choisir justement. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France, comme je vous avais expliqué, je reviens sur ces trois produits-là, vous avez les livrets A, vous avez l'assurance vie et vous avez l'immobilier. Des fois, on est un peu perdu par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où aller, on ne sait pas où donner de la tête. On entend tellement d'informations, on a tellement de produits disponibles, on a tellement de choses et on se méfie tellement qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment rassuré. Pourquoi? Parce qu'on manque de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'éducation financière. Qu'est-ce que c'est que l'éducation financière? C'est le fait justement de comprendre ce qui nous entoure, de comprendre la finance, de comprendre comment ça marche, avec des mots simples, avec des choses qui sont relativement simples. Et c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui, justement. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne notre assurance vie. Et vous allez comprendre que c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on met des mots compliqués sur des choses, alors que ça, c'est relativement simple. Donc l'assurance vie, en quelques mots, c'est que c'est le produit préféré des Français. Aujourd'hui, vous avez un Français sur deux qui a un contrat d'assurance vie. Pourquoi? Parce que c'est un placement sur du moyen long terme et qui a des avantages.
fiscaux et successoriels qui ne sont pas négligeables du tout. Surtout si on a un patrimoine, surtout si on met de l'argent de côté, surtout si on veut transmettre à nos enfants, surtout si on veut respecter aussi la partie héritage. L'assurance vie est plutôt un élément qui est très intéressant. Donc l'assurance vie permet de couvrir énormément de choses. La première, c'est de faire fructifier son capital. Parce que j'ai de l'argent de côté, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas dans quoi l'investir, je n'ai pas de solution autour de moi. Ce qu'on me propose à la banque, bah, ça ne me plaît pas, ou ça ne me convient pas à mon éthique, ou c'est générateur de riba, et ça, c'est une vraie problématique. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose, c'est de placer justement ces fonds-là sur des, des- des structurations, des produits qui permettent justement de faire travailler votre argent dans une économie qui respecte les principes de la finance islamique. Ça permet aussi d'optimiser la fiscalité, de préparer sa retraite, d'anticiper la succession. C'est aussi des produits qu'on peut ouvrir pour les enfants. C'est un produit qui est plutôt très intéressant et plutôt malléable, qui peut se transformer, entre guillemets, parce qu'on peut investir dans ce qu'on veut dans l'assurance vie. Et c'est ça qui est intéressant. Donc pourquoi l'assurance vie est conforme à l'éthique musulmane? Puisque l'assurance vie, vous allez la retrouver dans n'importe quelle banque ou n'importe quelle compagnie d'assurance. La problématique, c'est que pour qu'une assurance vie soit conforme, il y a des éléments à prendre en compte, notamment le secteur d'activité. Il ne faut pas de produits basés sur la dette, d'accord? Et pas de prévoyance à l'intérieur. Et la clause bénéficiaire, bien sûr, peut être modifiée à tout moment. C'est ça qui est intéressant sur le contrat d'assurance vie. C'est que je peux nommer une personne qui va pouvoir récupérer les fonds directement sans passer par la case notaire, et qu'on va voir tout à l'heure. Donc les fonds, donc pas de fonds euros, parce que souvent vous avez des contrats d'assurance vie, donc surtout dans les banques, qui vont vous dire bah, c'est un fonds garanti, on va vous garantir les fonds. Ils vont l'investir sur les marchés financiers, ils vont l'investir dans de la dette, et ça c'est problématique du point de vue du droit musulman, puisque c'est générateur de riba. Donc aujourd'hui, on vous propose trois profils de risque. Vous avez un profil qu'on appelle prudent. Qu'est-ce que c'est que le prudent? C'est 70% à 80% sur des fonds stables, qu'on appelle des fonds sukuk, et 30% ou 20% sur de l'action. Le profil équilibré, c'est la moitié, moitié-moitié. Et profil dynamique, c'est 70% à 80% sur des fonds à risque, qu'on appelle des actions, et ce qu'on appelle aussi des fonds stables, qu'on appelle des sukuk. Qu'est-ce que c'est qu'une action? Une action, pour faire simple, c'est une participation qu'on va faire auprès d'une entreprise. C'est-à-dire que vous allez avoir une entreprise qui va émettre des actions. C'est des morceaux de propriété. C'est comme si demain, pour vous donner un exemple assez simple, c'est comme si aujourd'hui votre frère ouvrait une société et il vous donnait des parts de sa société. Donc, au final, vous avez une société, c'est 100%. Bah, au final, votre frère a 80, vous avez 20. Et en fin d'année, lorsque vous avez des bénéfices, quand la société a bien fonctionné, qu'elle a généré des profits, bah dans ce cas-là, vous touchez une part des profits à la hauteur du nombre de parts que vous avez. Donc si par exemple, je donne n'importe quoi, si la société a fait 1000 euros de bénéfices et que vous avez 20 parts dans cette société-là, bah au final, vous aurez 2000 euros de bénéfices qui va vous être reversés et les 8000 iront au gérant qui a ouvert la société. Dans le cadre des actions, c'est exactement le même principe. Ça ressemble à cette chose-là, pour faire simple. C'est-à-dire qu'au final, j'ai investi dans une société, cette société génère des dividendes, génère un profit, et moi, je vais être rémunéré sur les profits que je vais avoir. Donc, le prudent aujourd'hui, donc vous avez 51% d'infrastructure, 20% de sukuk. Donc, fonds d'infrastructure, qu'est-ce que c'est? C'est comme si vous avez dit un gros mot, entre guillemets, et sukuk, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que c'est assez, c'est des mots que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre. Les fonds d'infrastructure, qu'est-ce que c'est? C'est des fonds dans lesquels on va investir pour notamment la construction de routes, d'autoroutes. On va aider à la construction d'un stade. Et tous ces éléments-là, on va investir dans ces projets-là, ou la construction d'immobilier, ça peut être la construction de parcs immobiliers, on va participer à ça. Et derrière, soit on attend la vente des biens immobiliers, donc en général ça prend 3 ans, soit on attend que la fin de l'autoroute soit terminée pour avoir justement la gestion de l'autoroute, c'est-à-dire que l'autoroute, on va l'utiliser, on va payer des frais et on va être rémunéré sur ça. Ou
par exemple, sur des stades où on va aider la construction de stades et derrière, on va garder la gestion des stades. Donc, toujours, les éléments que je vous donne, surtout les fonds d'infrastructure et les sous-coups, ce sont de l'épargne ou de l'investissement sur du moyen long terme, jamais sur du court terme. Quand on dit moyen long terme, chez nous, c'est entre 5 et 8 ans. L'idéal, c'est de dépasser les 8 ans. Ensuite, les actions, bon, les actions, vous connaissez, hein, c'est ce que je vous expliquais, c'est que c'est des parts dans lesquelles on va investir dans l'Europe et dans le monde. Les sous-coups, qu'est-ce que c'est? Les sous-coups, c'est vrai que je n'ai pas expliqué les sous-coups. Les sous-coups, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, euh, pour faire simple, c'est comme des obligations, pour certains qui connaissent un peu les obligations, mais d'une façon islamique. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, notamment, on a l'Arabie Saoudite qui a émis des sous-coups, ce qu'on appelle des sous-coups souverains. Qu'est-ce que c'est que sous-couc souverain? C'est émis par l'État saoudien qui souhaite justement développer un parc photovoltaïque. Donc, il lève des fonds sur lesquels on va investir dedans, on va prendre des parts, et la rémunération, entre guillemets, de vos parts sera sur la vente de l'électricité. Vous voyez? Donc, ça fonctionne un peu comme ça, ces sous. Ou ça peut être, par exemple, des sous-coucs immobiliers sur lesquels on va investir dans un projet immobilier. Ce projet immobilier va servir à être construit et derrière, vous allez investir dans ce projet. Ce projet-là va générer des loyers et votre rémunération va être faite sur les loyers. Mais ça, c'est sur l'échelle mondiale. Hein. Ce n'est pas uniquement en France ou à côté de chez vous. Hein. C'est vraiment mondial. Le profil équilibré, donc c'est pareil, hein, c'est toujours dans les mêmes fonds, sauf qu'on va répartir votre épargne sur avec une allocation différente. C'est-à-dire qu'on va investir 60% sur des fonds stables et 60% sur des fonds à risque, ou 40 ou 50. Ça peut être 50-50 ou 60-40, la répartition elle dépend. Donc c'est ça, c'est un profil équilibré. Sur le profil dynamique, on est sur entre 30 et 40% sur des fonds stables et entre 70 et 80, des fois 60% sur des fonds à risque. Donc si on regarde aujourd'hui la performance des différents profils que vous avez, de 2014 à 2022, voilà la performance de ce que ça a généré. C'est-à-dire que par exemple, on regarde en 2022, on a fait moins 4 en profil prudent. En 2021, on a fait plus 9, plus 5, plus 15, moins 0,75. Sur un profil dynamique, on est à moins 12, plus 18, plus 14, plus 23, moins 2, et ainsi de suite. Sachant que ce qu'on vous montre, c'est ce que les performances qui ont été passées il y a 10 ans, sur 10 ans en arrière. L'avenir, on ne peut pas le savoir. Sinon, c'est pas. Sinon, il faut voir dans l'avenir et personne ne connaît l'avenir à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on regarde aujourd'hui la moyenne que peut générer un profil prudent, on est entre 3,9% net de frais. Donc, ça fait à peu près du 5%. Sur de l'équilibré, on est à 6%, et sur du dynamique, on est à 8%, sur une moyenne de 8 à 10 ans. C'est la moyenne, entre 8 et 10 ans. Là, vous voyez le profil de risque. Qu'est-ce que c'est qu'un profil de risque? C'est ce qu'on appelle, c'est l'AMF qui a mis ça en place. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, c'est un organisme d'État qui est là pour contrôler, vérifier et surtout informer l'épargnant sur les différents risques qu'il pourrait avoir lorsqu'il investit dans des produits financiers. L'échelle, ça va de 1 à 7. 1 sur l'échelle pour l'AMF, c'est le livret A. Le livret A, il n'y a pas de risque. Hein. Je mets de l'argent, je peux le retirer quand je veux, j'ai du riba, c'est là, si j'en ai besoin, je peux le récupérer à tout moment. Le niveau 2, c'est ce qu'on appelle les obligations. Et le niveau 3, c'est là, notamment l'assurance vie en profil prudent. Le niveau 4, c'est équilibré. Niveau 6, c'est dynamique. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Donc, si je pars sur un profil dynamique avec lequel j'ouvre 500 euros, c'est à l'ouverture, c'est le minimum sur le contrat qu'on peut mettre, avec 50 euros par mois. 50 euros par mois, c'est pas grand-chose. Hein. 50 euros par mois, c'est un restaurant. Avec des frais qui sont de 4,5% sur le versement et 1% de frais de gestion, voilà la rentabilité que je vais avoir. Vous voyez que de 2003 à 2023, si j'avais ouvert un contrat avec 500 euros, 50 euros par mois, voilà combien j'aurais eu. C'est 20 ans, hein. On est sur 20 ans de placement. Si je le mets sur le livret A, voilà ce que je vais avoir. OK? Et ça ne tient pas compte
de la zakat. Puis après, sur l'assurance vie, on pourra vous expliquer en rendez-vous comment calculer la zakat dessus. C'est pas l'endroit pour en parler, mais on pourra en parler en rendez-vous si vous le souhaitez. Donc, vous voyez la différence? Il faut savoir une chose, c'est que quand vous prenez les spécialistes, et je vais vous parler d'un sujet qui va vous intéresser, la problématique de la retraite. Vous voyez les réformes qui sont en train de passer. Aujourd'hui, on est en train de passer à un moment où on a des réformes de retraite sur lesquelles nous, en tant qu'actifs, on n'y prend pas attention. Moi, le premier, hein, je vous dis sincèrement, je regarde, mais je regarde que d'un œil. En 2040, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui partiront à la retraite en 2040 auront 60% de leur retraite. Donc, ça veut dire qu'ils vont prendre les 20 dernières années et ils vont toucher 60% de leur retraite. Aujourd'hui, c'est 70%. En 2040, ils ont prévu de verser aux retraités euh, l'équivalent de 60%. En 2050, donc 10 ans plus tard, ils reverseront à toutes les personnes qui partiront à la retraite 50% de vos revenus. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'avoir 4 000 euros par mois sur 20 ans, bah, vous allez vous retrouver à la retraite avec 2 000 euros. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est pas dans 10 ans ou dans 15 ans, même si on manifeste, même si on vote des gouvernements ou peu importe ce qu'on va voter, ça ne changera pas la donne. Pourquoi? Parce qu'il y a prévu, c'est la démographie qui veut ça, c'est qu'il y aura moins d'actifs. Il y aura de moins en moins d'actifs et de plus en plus de personnes à la retraite. Pourquoi? Parce que la population vieillit, parce que avec la médecine et l'hygiène de vie que l'on a, bah, on vit plus longtemps que ce qui était prévu à la base. Donc, il faut pallier à cette problématique-là. Et l'investissement, il vient là. Les spécialistes nous disent que, logiquement, à partir de tes 20 ans, si tu veux avoir une retraite convenable, c'est-à-dire que tu as 20 ans, c'est de mettre 5% de ton salaire sur un produit d'épargne qui te rapporte au minimum, 5% par an. Donc, si je regarde, hein, ce serait qu'il faudrait placer au minimum, 5% de votre salaire sur un contrat d'assurance vie, sur un profil équilibré. C'est ce qu'il faudrait faire pour avoir justement 5% de rentabilité nette par an sur ça. Vous savez que sur 120 ans, sur 120 ans de financement, de placement, la rentabilité, entre guillemets, moyenne sur 120 ans, c'est 5% par an. Sur 30 ans, c'est 5% par an. Donc ça veut dire que si on veut, entre guillemets, pouvoir avoir une retraite convenable et pouvoir justement avoir un complément de retraite idéal quand on sera à la retraite, si on y parvient, qu'Allah nous préserve, mais ça, on peut y arriver, il faudrait placer minimum 5% de votre salaire sur de l'épargne pour avoir une rentabilité intéressante. Et le graphique vous prouve, hein. Sur 20 ans, regardez, j'ai doublé mon investissement. Si on ne fait rien, c'est trop tard. Si j'ai 30 ans, bah dans ce cas-là, c'est pas 5 qu'il faut, c'est peut-être 7, peut-être 8% de mon salaire dans des produits d'épargne qui vont me rapporter quelque chose. Si j'ai 40 ans, bah, j'augmente, je passe à 10, je passe à 15% de mon salaire pour pouvoir justement combler le manque que j'ai pas eu quand j'avais 20 ans. Et le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas eu cette éducation financière. Aujourd'hui, personne ne nous a dit comment faire. Nos parents nous-mêmes ne nous disaient pas comment faire. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut placer? Est-ce qu'il faut mettre de l'argent de côté? Est-ce qu'il faut investir? Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'a pas reçues, nous, comme éducation. Et justement, c'est aujourd'hui, via des structures comme 570 où on accompagne nos clients pour pouvoir les accompagner correctement. Donc, je reviens sur le contrat d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie, où il a aussi des avantages fiscaux, puisque quand vous allez dépasser les 8 ans, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement de 4 600 euros si vous êtes célibataire et 9 200 euros si vous êtes en couple, après 8 ans. C'est-à-dire comment ça va se passer? C'est-à-dire que si, par exemple, on imagine que au bout de 20 ans, vous décidez de clôturer votre contrat. Dans ce cas-là, on va regarder les bénéfices qu'a généré votre contrat. Donc l'État était malin, hein. L'État, dès qu'on gagne de l'argent, ils sont là pour venir piocher un petit peu. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent un abattement disponible, donc 9 200 euros pour un couple et 4 600 pour un célibataire, tous les ans. Ça veut dire que la stratégie que nous, on va mettre en place via 576i, c'est que on aura, pour un contrat inférieur à 150 000 euros, uniquement 17,2% de prélèvement
sociaux à payer. Ça, dans tous les cas, vous devez les payer. Vous n'aurez pas le choix. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc, ça veut dire que sur 100 euros gagnés, il y a 17,20 € qui vont aller à l'État. Ça, on ne peut rien faire. Par contre, sur la partie impôt, bah, ça dépend. Si est-ce que je suis imposable, pas imposable, est-ce que j'ai de l'impôt, est-ce que j'en paye pas, ça va dépendre de mon imposition. En tout cas, je bénéficie d'un abattement. Ça veut dire que si j'ai gagné, on va dire un exemple, 10 000 euros. Non, je vais partir sur 20. Je pars sur 20 000 euros de gain. Bah, la première année, nous, on va vous sortir une partie en capital plus l'abattement. Donc au final, vous ne paierez pas d'impôt la première année. Deuxième année, on sort une partie du capital plus l'abattement. Donc ça fait 18 400. Et la troisième année, on sort une partie du capital plus l'abattement. Donc ça veut dire qu'au final, vous n'aurez que les prélèvements sociaux à payer. Donc vous économiserez la partie impôt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est le contrat d'assurance vie qui permet ça. Au niveau successoriaux, on a un avantage, c'est que le contrat d'assurance vie permet de transmettre de son vivant jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Ça veut dire que, vous savez qu'en France, au niveau patrimonial, et d'ailleurs, il faudrait qu'on réfléchisse justement à un webinaire sur ça, sur la transmission, qui serait intéressant de faire. Euh, on bénéficie d'un abattement par enfant. C'est-à-dire que quand j'ai des enfants, je bénéficie de 100 000 euros par parent et par enfant. Ça veut dire que si je suis marié, mon fils ou ma fille bénéficie de 200 000 euros d'abattement sur ce que je possède. Dépasser ce montant-là, je dois payer des droits de succession. Vous voyez, c'est 20%. Ça veut dire que si par exemple j'ai l'équivalent d'une maison qui vaut 400 000 euros et que j'ai un enfant, donc ça veut dire que quand il m'arrive quoi que ce soit, le notaire va faire le calcul, il va dire ma femme et moi on décède, du coup la maison vaut 400 000 euros, mon fils bénéficie d'un abattement de 200 000, il reste 200 000. Ça veut dire que mon fils va devoir payer 40 000 euros de droits de succession. Ça, c'est sans compter l'argent qu'il y a dans le compte. Alors que si je place de l'argent sur le contrat d'assurance vie, la totalité de ce que je vais placer sur le contrat d'assurance vie, jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire, je ne paie pas de droit de succession dessus. Et ça ne rentre pas dans le calcul de l'héritage. Ça veut dire que si j'ai placé 50 000 euros sur mon contrat, j'ai mis mon fils en bénéficiaire du contrat, bah, il ne paiera pas de droit de succession dessus. Ça va directement pour lui, ça ne passe pas par le notaire, c'est débloqué avant 3 semaines. Donc très intéressant pour ceux qui ont un peu d'argent de côté, qui ont un peu de patrimoine, qui ont un peu de biens immobiliers ou autres. Je parle aussi des célibataires. Un célibataire qui a un peu d'argent de côté, l'idéal, c'est de le placer en contrat d'assurance vie. Pourquoi? Parce que si jamais il lui arrive quoi que ce soit, c'est ses parents qui vont hériter de lui. Et ses parents paieront minimum 20% de droits de succession dessus, voire plus selon le montant qu'il y a. Donc pour le contrat d'assurance vie, on a fait le tour. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. On va passer maintenant au deuxième produit qu'on peut vous proposer chez 566i, c'est la SCPI. Donc, je vais vous demander toute votre attention puisque la SCPI, c'est un peu particulier. Et c'est un produit qu'on affectionne plutôt pas mal, puisque c'est un produit qui est très facile à comprendre et très facile à mettre en place. Donc le marché de la SCPI en France, c'est quoi? C'est déjà c'est un placement qui est réglementé, première chose, et qui existe depuis plus de 50 ans, mais sur lequel les banquiers, en général les banques, ne parlent pas trop à leurs clients. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, la SCPI, c'est 89 milliards de capitalisation fin 2022. C'est énorme. Capitalisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'épargne qu'on a cotisé. En fait, les clients ont investi jusqu'à 89 milliards d'euros. C'est énorme. Le taux de redistribution, donc en gros, c'est le taux de rentabilité, c'est 4,5%. C'est ce que va me rapporter en moyenne un placement en SCPI. La SCPI, en 2022, il y en a 215. Pas beaucoup, la SCPI. Il y a 42 sociétés de gestion, il y a 600 000 associés. Et vous avez des frais d'entrée qui vont de 6 à 14%. Ce chiffre-là, 600 000, c'est pas beaucoup. Sur 52 millions de consommateurs en France, 52 millions, donc c'est à peu près 52 millions d'actifs, d'actifs. Quand les actifs, je pense des personnes qui sont retraitées et autres, des personnes qui ont un peu d'argent, ou qui travaillent ou qui ne travaillent pas, mais qui sont disponibles et qui sont majeurs, on va dire. On n'a que 600 000 personnes qui investissent dans les SCPI. C'est très peu. Pourquoi? Parce que quand vous allez voir à votre banquier, il ne va pas vous proposer un produit stable, un produit qui rapporte de l'argent, sur lequel vous n'avez pas de gestion à avoir. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi?
c'est placé sur des produits sur lesquels sa commission va être plus élevée, sur lequel il va pouvoir faire de l'arbitrage, sur lequel il va pouvoir faire une diversification, il va vous ouvrir plusieurs contrats, plusieurs produits, entre guillemets, sur lesquels il aura une commission sur chacun de ces produits-là. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne va pas dans l'intérêt du client. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la SCPI s'est réservée un peu à une sorte de niche, entre guillemets. C'est fait pour que les connaisseurs. Moi, je ne connais pas un seul gros investisseur qui n'a pas au moins investi une partie de ses fonds dans un contrat d'SCPI. Pourquoi? Parce que ça stabilise notre épargne. Comme je vous avais dit tout à l'heure, je vous avais dit que les spécialistes disent que si on veut préserver son épargne, il faut l'investir dans l'immobilier. Et la SCPI, c'est totalement fait pour ça. Donc, comment ça fonctionne? Très simplement, on a des épargnants qui mettent de l'argent dans un fonds commun. Donc, c'est un fonds où tout le monde va investir, ce qu'on appelle des associés. Cette SCPI va être gérée par un gestionnaire qui, lui, va acheter des biens immobiliers. Ces biens immobiliers vont être mis en location. Ces biens-là vont générer des loyers. Et ces loyers vont être reversés à qui? Aux épargnants, aux associés. Donc, en gros, j'investis dans la SCPI. La SCPI, elle achète des biens immobiliers. Ces biens immobiliers sont mis en location et moi, je touche une part de ces locations. Pourquoi la SCPI? Ça, c'est la performance des SCPI en général sur le marché. Vous voyez qu'une SICAV, ça rapporte 0,2, un livret A, c'est 1,06, une SCPI, c'est 6, entre 4 et 6 de rentabilité. Les actions françaises, c'est 8. Les actions françaises, c'est comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est un profil équilibré ou un profil dynamique sur une assurance vie. Et vous voyez que l'échelle de l'AMF, c'est quoi? C'est 3, c'est niveau 3. C'est comme le profil prudent sur le contrat d'assurance vie. Pourquoi? Parce que c'est risque faible, tout simplement. Donc le livret A, c'est 1. Le niveau 2, comme je vous avez dit tout à l'heure, c'est une obligation. Et niveau 3, c'est la SCPI. Niveau 7, bien sûr, c'est les marchés financiers et boursiers. Donc pourquoi la SCPI, elle est conforme? C'est que déjà, le secteur d'activité. On investit uniquement sur des secteurs d'activité qui sont conformes à l'éthique musulmane, qui respectent les principes de la finance islamique. On va le voir tout à l'heure. Pas de dette, donc on n'emprunte pas sur les marchés financiers, parce que des SCPI, vous en avez partout. Vous pouvez en trouver n'importe. Il y en a, je vous avais dit, il y en a 215 SCPI, donc il y en a beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle investit les fonds? Dans quoi elle les investit? Est-ce qu'elle emprunte sur les marchés financiers? Qu'est-ce qu'elle fait avec? Est-ce qu'elle l'utilise? Dans quoi elle investit? À qui elle le loue? Par exemple, elle peut le louer à un bar, à un restaurant, à une discothèque, elle peut le louer à un boucher non halal, elle peut dans des hôtels, elle peut investir dans des banques, dans des assurances, dans toutes les activités qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane, qui vont générer des loyers, mais sur lesquels vous ne pouvez pas les avoir, puisque ça ne respecte pas les principes de la finance islamique. Et la particularité de notre CPI aussi, c'est que le placement, il n'y a pas de placement de trésorerie. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous mettez votre argent sur un compte bancaire, peu importe la banque va l'utiliser. Elle va l'investir dans l'alcool, le tabac, l'armement, la viande porcine. Donc, moins je mets mes fonds sur les comptes bancaires que j'ai actuellement, moins, entre guillemets, je fais travailler la banque. Et donc, moins je participe à une économie qui n'est pas conforme. Aujourd'hui, la SCPI, c'est 40 acquisitions immobilières. Vous voyez, on a investi dans un centre de dialyse à Suresnes, on a des locaux à Toulouse, à Reims, à Choisy-le-Roi, à Paris, à Nantes, à Noisy-le-Grand, un peu partout en France. Et vous voyez, la rentabilité, c'est 6,30, 7,5, 6, 6, 6, 6, 7, 5, ça dépend des locaux. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, ça c'est actualisé. C'est aujourd'hui, la SCPI, c'est 45 locataires, c'est 43 biens immobiliers actuellement. Vous voyez, je l'ai dit 40, mais c'est 43. Et c'est dispatché un peu partout en France. Vous voyez, il y a Nantes, il y a Lille, il y a Le Havre. On a aussi investi en Espagne. Donc maintenant, alhamdoulilah, on commence à investir un peu à l'étranger. Et vous voyez que la répartition, c'est 61% dans la santé. Ça veut dire qu'on investit dans des pharmacies, on investit dans des cabinets dentaires, dans des cabinets médicaux, on investit dans des centres de dialyse, on investit dans l'éducation. Dans l'éducation, ça va être des crèches privées. Dans la santé, ça peut être aussi des centres de remise en forme. Bref, on investit uniquement dans des activités qui respectent les principes de la finance islamique. Et vous voyez que la répartition géographique, elle est intéressante. Et c'est là qu'on parle de diversification. C'est le fait d'investir et de diversifier, de ne pas mettre les mêmes œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'au final, la SCPI, elle investit dans plusieurs biens immobiliers, dans plusieurs régions, dans plusieurs villes, dans plusieurs pays.
afin de diluer justement le risque. C'est-à-dire que si demain il y a une SCPI, si demain il y a un immeuble où il y a un locataire qui ne paye pas, c'est pas gênant. Derrière, j'en ai 40 ou 43 ou 50 ou 60 plus tard sur lesquels on pourra le faire. Aujourd'hui, la SCPI, elle compte à peu près 90 millions d'euros de collecte. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'on a de l'épargne de disponible, on a de l'argent disponible, on a de l'argent qui dort, on a de l'argent qui ne fait rien, qui est là. Et le fait de diversifier une partie de mes fonds sur de la SCPI, une partie sur un contrat d'assurance vie, bah, ça me permet de diluer le risque, d'investir un petit peu là, un petit peu là. Et d'ailleurs, ça me permet justement d'avoir une rentabilité moyenne qui peut être très intéressante. Donc là, c'est les acquisitions qu'on a faites en Espagne. Vous voyez, on a acquis deux biens immobiliers Basic Fit, un à Valence et un à Burgos. Un qui a coûté 2,2 millions d'euros, l'autre 1,3 million. Donc 100 mètres carrés, celui-là il fait 1500 mètres carrés. Donc c'est des salles de sport. Donc très intéressant. Si je fais une petite simulation sur le contrat de la SCPI, donc je vous ai fait une petite simulation pour vous donner un peu une image de ce que ça peut donner. Si j'investis 1000 euros, parce que ça s'ouvre avec 1000 euros, avec 400 euros par mois, sur une période de 10 ans, d'accord, j'aurais mis 52 000 euros de côté. Donc, en gros, c'est 1000 euros, 400 euros par mois sur 10 ans. La rentabilité nette, c'est 3,37, c'est 3,4 exactement, en enlevant les prélèvements sociaux et les impôts. J'ai déjà retiré 17,2% de prélèvements sociaux sur les loyers, plus 11% d'impôts. Après, ça dépend de votre PMI, votre taux marginal d'imposition. Ça dépend aussi, ça on pourra le voir aussi en entretien avec votre conseiller ou avec moi-même, pour pouvoir justement voir quel est le taux d'imposition que vous avez. Mais regardez, sur 52 000 euros, les 52 000 euros sur 10 ans m'ont rapporté 18 000 euros. Donc j'ai gagné 18 000 euros en investissant juste 400 euros par mois et 1 000 euros à l'ouverture. Qui vous les donne, les 18 000 euros aujourd'hui? Sur 10 ans. Ça fait 1 800 euros net par an. Qui vous les donne aujourd'hui? Il n'y a personne qui vous les donne. Si vous aviez ouvert le contrat aujourd'hui sur 10 ans, vous avez mis 1 000 euros, 400 euros par mois, ça vous fait 52 000 euros, vous seriez reparti en ayant payé les frais avec 65 000 euros. Si vous les laissez sur votre compte courant, c'est 42 000 euros que vous aurez. Pourquoi? Parce qu'il y a le paiement de la zakat à donner, 2,5% par an. Là, sur le contrat de la SCPI, vous n'en payez pas, ou très peu. Ça, je pourrais vous l'expliquer en rendez-vous, Inch'Allah. Donc, en gros, le taux de rentabilité est constant depuis 2024, puisque on est passé à 4,72. Aujourd'hui, on est encore à 4,72 en 2023 et en 2024. Donc, ça veut dire que ça s'est stabilisé. On a obtenu le Grand Prix du jury en 2022, le Grand Prix de la durabilité en 2022 et éco-responsable en 2022, et ainsi que la meilleure relation associée en 2022. Ça veut dire que la SCPI commence à se faire connaître, car elle a des bons résultats, et il y a une très très bonne gestion qui est faite dessus. Donc ce qu'il faut retenir sur la SCPI, c'est que c'est accessible à partir de 1 000 euros. On a un rendement à 4,72 brut. Tout à l'heure, je vous ai donné le net, avec 11% d'impôt. Sur le contrat de la SCPI, les 6 premiers mois, vous ne touchez rien. Et ensuite, tous les 3 mois, directement sur votre compte bancaire, vous recevrez une partie des loyers. Donc, c'est-à-dire que c'est pratiquement automatique. Ensuite, vous avez la possibilité de réinvestir sur le contrat quand vous le souhaitez. C'est un contrat qui s'ouvre avec 1 000 euros au minimum et sur lequel vous pouvez mettre un minimum de 200 euros par mois. Donc, tout va dépendre de votre capacité d'épargne. Si vous avez une capacité d'épargne de 300 euros par mois, dans ce cas-là, nous, ce qu'on va vous préconiser chez 570 Easy, c'est d'ouvrir le contrat de la SCPI, d'alimenter le contrat avec 200 euros par mois et d'ouvrir un contrat d'assurance vie sur un profil soit équilibré, soit un profil dynamique, de façon à aller chercher de la performance. Sur le contrat de la SCPI ainsi que le contrat de l'assurance vie, vous aurez ce qu'on appelle un dashboard. Vous aurez une newsletter sur l'avancement de la SCPI, c'est-à-dire que vous aurez des informations régulières tous les mois. Vous aurez un bulletin trimestriel, donc tous les 3 mois, vous recevrez le compte-rendu du gestionnaire sur la SCPI, donc quoi il a investi, le montant des loyers reçus, le montant de la collecte et tout le reste, et un rapport annuel. Vous aurez une convocation, vous pouvez participer ou pas, vous pouvez voter aussi directement, pas besoin de vous déplacer. Donc pour ça pour chaque associé. Donc mon rôle dans votre projet, c'est de réaliser d'abord une audit, donc c'est-à-dire que
Ensuite, vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous, soit avec vos conseillers, si vous êtes déjà suivi par 570 ici. Si vous ne l'êtes pas, dans ce cas-là, moi, je vous recontacterai pour discuter un petit peu avec vous, sur lequel on fera une audit complète. C'est-à-dire qu'on regardera un petit peu quelle est votre situation, quels sont vos revenus, quelles sont vos charges, pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut dégager en termes de solutions, en termes d'épargne, pour pouvoir justement pallier aux différentes difficultés et différentes problématiques qu'on rencontre aujourd'hui. D'accord? Donc l'audit, elle est totalement gratuite, hein. On vous fera des préconisations et ensuite, soit vous souscrivez pas, et vous pouvez suivre vos épargnes directement. Vous aurez un conseiller aussi qui va vous suivre pendant toute la durée de votre épargne. Et si vous avez des questions ou autres, il ne faudra pas hésiter. Alors la présentation s'arrête ici. Maintenant, est-ce que si vous avez des questions, je vais y répondre, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, comment un professionnel peut-il vous contacter pour apporter son bien dans la SCPI? Alors, on ne finance pas de biens particuliers, entre guillemets, on ne finance uniquement des locaux commerciaux ou des bureaux. Après, ce n'est pas nous directement qui le faisons, c'est le gestionnaire qui, lui, a la possibilité de voir si le bien immobilier est rentable ou pas. La fiscalité sur la SCPI. Donc, la fiscalité sur la SCPI, c'est ce que j'avais expliqué. Ça va dépendre de votre imposition, si vous avez une imposition élevée ou pas. Dans tous les cas, vous aurez ce qu'on appelle des prélèvements sociaux à payer, donc 17,2% au minimum. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez avoir 100 euros de gains sur la SCPI, vous aurez 17,2% de prélèvements sociaux à payer, plus votre taux d'imposition. Donc ça, c'est la question. Donc je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, pour les professionnels, après, il faut voir avec le gestionnaire, après, ça dépend des biens immobiliers. En général, on parle toujours sur de la santé et de la, comment ça s'appelle, de l'éducation. Donc, il faut vraiment que ça rentre dans les critères du gestionnaire pour qu'on puisse investir dedans. Mais il est possible qu'on finance un bien immobilier que vous possédez et que la SCPI l'achète, hein. Ça, c'est possible. S'il respecte les critères, c'est possible. La fiscalité, donc, je rappelle, c'est 17,2% de prélèvements sociaux plus votre taux d'imposition, tout simplement. Après, si vous avez un taux d'imposition à 11, dans ce cas-là, c'est 11%. Si vous avez une imposition à 30%, dans ce cas-là, c'est 30%. Mais pour les personnes qui payent un peu trop d'impôts sur la SCPI, il y a une autre solution pour éviter l'imposition et d'avoir une forte imposition. Mais ça, je vous l'expliquerai en rendez-vous. C'est un secret que je garde précieusement auprès de moi et auprès de mes clients. Donc, pour les personnes qui ont une grosse imposition sur la SCPI, c'est possible d'investir d'une manière un peu différente, dont je vous expliquerai. Ensuite, j'ai une troisième question. Puis-je avoir deux contrats d'assurance vie? Vous pouvez avoir autant de contrats d'assurance vie que vous voulez. C'est pour ça que, par exemple, moi, sur certains de mes clients, je préconise pratiquement des fois l'ouverture d'un contrat, par exemple, pour les enfants. Je vais ouvrir un contrat d'assurance vie pour les enfants sur un profil soit équilibré, soit un profil prudent pour aller chercher un peu de performance quand même et d'avoir une stabilité. Et ensuite, ça peut être aussi un contrat sur un contrat dynamique. C'est possible aussi. Par exemple, on peut très bien ouvrir un contrat pour son épouse sur un profil équilibré et pour monsieur un profil dynamique. Où monsieur peut ouvrir et un contrat prudent et un contrat dynamique. C'est possible aussi et je l'ai fait avec mes clients sur lesquels on peut faire de diversification sur les différents profils d'épargne qu'on peut avoir. Pas d'autres questions? N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Il nous reste encore du temps, donc n'hésitez pas. Dans tous les cas, pour toutes les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui, je vous recontacterai pour voir si un rendez-vous vous intéresse. Et pour les autres, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne. Une dernière question. Et pour le contrat retraite? Pour le contrat retraite, pour le Perrin, c'est ça la question, mais c'était pas le sujet de. Mais c'est pas grave. Le contrat retraite, sur le Perrin, on peut en ouvrir qu'un seul. On peut ouvrir qu'un seul plan d'épargne retraite. On en a qu'un seul sur lequel on peut l'alimenter. Donc on a la possibilité d'en ouvrir qu'un avec un profil particulier parce qu'il y a une défiscalisation qui est faite sur le contrat retraite. Ah oui, très bonne question. On a aussi la possibilité de récupérer vos PERCO. Donc si vous avez des PERCO qui sont dans des entreprises, pas les PE, hein, pas les plans d'épargne d'entreprise, à partir du moment où vous avez un PERIN, PER,
donc soit un PER collectif, soit un autre, hein, parce que ça dépend des structures, on a la possibilité de le récupérer. C'est-à-dire qu'on vous ouvre un terrain sur lequel on va alimenter le contrat. Par contre, oui, la question pour le contrat retraite, on peut attribuer les fonds avec des fonds différents. Par exemple, sur votre contrat retraite, on peut très bien démarrer, je sais pas moi, avec 10 000 € sur un profil prudent. Et lorsque vous voulez réinvestir dessus, on peut repartir sur un profil dynamique, sur un nouvel investissement. Ça, c'est possible à l'intérieur même du contrat. C'est-à-dire que chaque versement que vous faites, on peut attribuer des fonds différents sur le contrat. Mais pour le PERCO, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vos PERCO ne sont pas conformes à l'éthique musulmane, ne respectent pas les principes de la finance islamique. Donc ça, c'est une problématique que beaucoup de gens ont. C'est que sur les PERCO, ils ont un PERCO, mais ils ne savent pas dans quoi c'est investi. Ça génère souvent du riba. Et aujourd'hui, on a la possibilité de les récupérer. Donc pareil, hein, lors des entretiens, on pourra en parler et discuter. Une question sur la zakat pour l'assurance vie. Alors la zakat sur l'assurance vie, il y a une divergence chez les savants. Il y a une divergence sur les savants. Il y a trois avis. Je vais vous donner les trois avis, comme ça vous les aurez. Le premier avis dit que sur le contrat d'assurance vie, on ne paye pas de zakat du tout. D'accord? Après, les détails, qui dit ça, qui dit quoi, je vous le dirai en rendez-vous si vous le souhaitez. Le deuxième avis dit qu'il faut payer la totalité. Sur la totalité du contrat d'assurance vie, je dois sortir la zakat. Et vous avez un avis intermédiaire qui dit que, en gros, il est entre les deux, sur lequel je vais prendre 25% du contrat de ce que j'ai placé sur le contrat d'assurance vie et je sors la zakat dessus. Un exemple, hein, je vais, donc si par exemple j'ai placé 10 000 €, je prends 25%, donc ça fait 2 500 €, bah, je sors 2,5% sur les 2 500 €. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, en gros, je place 10 000 €, je dois payer ma zakat si j'utilise cet avis-là. Dans ce cas-là, je vais prendre 25% du montant placé, donc ça fait 2 500 €. Sur ces 2 500 €, je vais sortir 2,5% de zakat. Après, encore une fois, les avis, c'est selon vous, selon l'école juridique que vous suivez et selon les savants que vous suivez. Ensuite, troisième question. Ah, c'est bien, il y a des questions, ça fait plaisir. Votre solution d'assurance vie est-elle toujours en droit luxembourgeois? Non. Aujourd'hui, on a deux contrats d'assurance vie. On a un contrat d'assurance vie luxembourgeois et on a un contrat d'assurance vie en droit français. Donc, celui dont je vous ai parlé, qui s'ouvre avec 500 € et 50 € par mois, c'est celui qui est en droit français. Le luxembourgeois, il y a des conditions qui sont un peu particulières puisque c'est un contrat qui s'ouvre avec 5 000 € au minimum et là, on peut l'alimenter, on peut pas l'alimenter tous les mois. Donc c'est pour ça qu'on a créé le deuxième contrat d'assurance vie qui est plus accessible à tout le monde et qui permet justement de démarrer une épargne sur le contrat d'assurance vie. Très important sur le contrat d'assurance vie, plus tôt vous ouvrez, plus tôt vous bénéficiez des avantages. C'est-à-dire qu'un contrat d'assurance vie, il faut prendre date. C'est-à-dire que j'ouvre maintenant, après je peux retirer le contrat d'assurance vie dans les 8 ans. C'est-à-dire que si je démarre maintenant, c'est-à-dire qu'après je peux placer et au bout de 8 ans, je bénéficie de l'avantage fiscal que je vous avais donné. Donc voilà, faites très attention. Plus tôt vous ouvrez un contrat d'assurance vie, mieux c'est pour vous. Même si vous ne mettez pas grand-chose dessus, il est ouvert. Après, je peux l'alimenter comme je veux. Encore une question. Les contrats d'assurance vie sont possibles pour des enfants mineurs? Oui, on peut ouvrir des contrats d'assurance vie pour les enfants mineurs. C'est possible. Je déconseille, mais c'est possible. Pourquoi je déconseille? Parce que c'est toujours important de garder en tant que parent. C'est pour ça qu'on peut ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie. C'est pas gênant. Vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie par enfant, par exemple. C'est pas gênant. Et l'idéal, ce serait que vous gardiez justement le contrat d'assurance vie à votre nom et que vous mettez en bénéficiaire votre enfant. Comme ça, si vous arrive quoi que ce soit, ça ira à vos enfants. Et le plus important, c'est que vous gardez la gestion du contrat. Parce que si vous le mettez au nom de votre enfant, étant mineur, par exemple, si demain il y a quoi que ce soit, si demain il se passe, le Canada vous préserve, mais si demain il y a une séparation, si demain il y a un décès ou autre, il faut l'autorisation des deux parents. Si vous voulez retirer dessus, il faut l'autorisation des deux parents. C'est assez contraignant quand vous avez un contrat d'assurance vie au nom du mineur. Mais c'est possible. Si vraiment vous décidez de le faire, il n'y a pas de problème, on pourra le faire, Inch'Allah. Alors, comment constituer ma forteresse avec 10 000 €? Tout mettre sur l'assurance vie, SCPI, un mix des deux? C'est une très très bonne question, spectateur anonyme. Donc, comment constituer ma forteresse avec 10 000 €? Sur un contrat d'assurance vie, SCPI, un mix des deux. Moi, personnellement, ça va dépendre de votre fiscalité. Parce que là, je ne peux pas vous répondre comme ça, de bout en blanc. Je ne peux pas vous dire telle solution est la meilleure, telle solution est la meilleure. Ça va dépendre de la fiscalité que vous avez. Euh,
Donc oui, donc si on est, on bénéficie, ouais, la forteresse. Donc oui, donc si vous mettez 10 000 euros, ça va dépendre de la fiscalité que vous avez. Si vous avez une fiscalité qui est basse, dans ce cas-là, c'est important de mettre le maximum sur la SCPI. Pourquoi? Parce que la SCPI va générer des revenus complémentaires. Et dans ce cas-là, on ouvrira un contrat d'assurance vie avec un minimum, avec 500 euros notamment, et 50 euros par mois de façon à ce que les loyers de la SCPI puissent alimenter le contrat d'assurance vie. C'est ce que je fais en général avec mes clients, c'est que j'ouvre un contrat d'SCPI sur lequel le contrat d'SCPI génère des revenus, donc il génère des loyers, et ces loyers-là sont placés sur un contrat d'assurance vie, sur un profil dynamique pour pouvoir alimenter le contrat et pour aller chercher de la performance. Après encore, ça dépend des impôts que vous avez, parce qu'il y a une autre solution sur le contrat de la SCPI qui permet d'avoir une rentabilité nette de frais, nette de fiscalité, nette d'impôts, mais par contre, l'argent est bloqué sur une période qui peut aller de 3 à 10 ans. Alors, les versements de l'employeur sur un PERCO ne peuvent pas être transférés vers un PERIN personnel. Si, justement, c'est ce que je vous disais, c'est que le PERCO, on peut le récupérer tous les 3 ans. Ça veut dire que si vous avez un PERCO sur lequel votre entreprise fait un abondement, c'est-à-dire qu'au final, vous mettez 1 000 euros et votre employeur vous donne 1 000 euros. Bah, autant en profiter. Donc, ce que vous faites, c'est que vous récupérez, vous placez vous 1 000 euros sur le PERCO. Votre employeur va verser 1 000 euros d'abondement, donc ça fait 2 000 euros. Et dans ce cas-là, nous, on récupère le contrat. On récupère les fonds qu'il y a dessus. Votre PERCO sera toujours ouvert, puisque c'est une obligation pour l'employeur d'avoir un PERCO avec un certain nombre de salariés, il est obligé d'en avoir un. Et dans ce cas-là, tous les 3 ans, même s'il y a l'abondement, tous les 3 ans, on fait un transfert, on fait une demande de transfert. C'est ce qu'on fait déjà actuellement pour nos clients. Pour ouvrir le contrat chez nous, c'est juste 50 euros. On vous demande juste d'ouvrir un PERA avec 50 euros. Et ensuite, le contrat est ouvert. Et ensuite, le transfert se fait. Le transfert, il prend entre 1 mois et 6 mois, le temps d'arriver chez nous. Mais après, on pourra le voir ça en rendez-vous si vous voulez. Si on ouvre 2 assurances-vie, on aura le droit à 2 abattements. Non, c'est l'abattement, c'est sur les contrats d'assurance vie. Peu importe le nombre d'assurances vie que vous avez, l'abattement, c'est le même. C'est toujours 9 600 euros, peu importe le nombre de contrats que vous avez. Sinon, ce serait trop beau. Mais le contrat d'assurance vie, voilà, vous avez l'abattement des 9 600 euros et vous n'en avez qu'un abattement sur l'ensemble des contrats d'assurance vie. Ce n'est pas cumulable. Quand on est divorcé, le père doit signer pour l'assurance vie. Quand vous êtes divorcé, ça dépend qui a la garde. Ça dépend qui est le responsable légal. Mais oui, logiquement, le papa peut, en cas de divorce, peut récupérer l'argent qu'il y a sur le contrat d'assurance vie puisqu'il est représentant légal. Il a la possibilité de le faire. 30%, c'est quoi 30%? Quelqu'un m'a mis 30%, mais je ne sais pas c'est quoi. La nue propriété, point d'interrogation. Oui, la nue propriété, c'est ce qu'on appelle, c'est dans le contrat de la SCPI qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le démembrement. Donc oui, la nue propriété possible avec le usufruit et tout le reste. La nue propriété, c'est le fait de garder ce qu'on appelle la propriété de vos parts. Et sur la SCPI, la SCPI, c'est possible. C'est maman. J'ai pas compris. Assurance vie. J'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui m'a mis c'est maman, mais j'ai pas compris. D'autres questions? C'est bien. Ce soir, il y avait pas mal de questions. C'est plutôt bien. Donc, j'espère que vous m'avez tous entendu. Pas d'autres questions? Ah, c'est maman qui est à la garde. D'accord. Donc, vous pouvez l'ouvrir pour votre fils, il n'y a pas de problème, ou vos enfants. Mais par contre, voilà, sachez que monsieur peut quand même, comme il est représentant légal, il a la possibilité de récupérer les fonds dessus, puisqu'il est le représentant légal de l'enfant. Après, il faut prouver. C'est pour ça que je vous dis que l'idéal, c'est d'ouvrir à votre nom et de mettre vos enfants en bénéficiaire. Ce sera beaucoup plus simple, au cas où on ne sait jamais ce qui peut se passer. Quels sont les frais de gestion sur la SCPI? Alors, les frais de gestion sur la SCPI, il n'y en a pas. Vous avez uniquement des frais de sortie qui sont de 10% au moment de la sortie, uniquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez le contrat, tant que vous ne touchez pas au contrat de la SCPI, vous n'avez pas de frais. Les frais sont pris directement sur les loyers par le gestionnaire. C'est-à-dire que quand vous avez 4,72% de rentabilité brute par an, le gestionnaire, lui, il a déjà pris ses frais. Des frais d'entretien, qui est lié à la SCPI, c'est les taxes, ça peut être la taxe foncière, la taxe de copropriété, tout ce qui est lié au loyer. C'est pour ça que vous avez des rentabilités brutes entre 6 et 7%. Et nous, on reverse auprès des clients 4,72, 4,73. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 5%, Inch'Allah, en travaillant dessus. Mais les frais, vous les paierez qu'à la fin
du contrat. Et pour le logement personnel, y a-t-il des solutions pour le protéger des frais de succession? Oui, donc ça dépend ça va dépendre du nombre d'enfants que vous avez, ça va dépendre du bien immobilier que vous avez, de la valorisation du bien immobilier. Mais ça, on peut le voir pendant l'audit patrimonial. C'est-à-dire que quand vous êtes en rendez-vous avec le conseiller ou avec moi, Inch'Allah, on pourra vous donner ces éléments-là de comment faire, comment je peux transmettre de mon vivant une partie de mon bien immobilier à mes enfants sans payer de droits de succession dessus. Il y a des solutions qui existent. Euh, alors, pour la SCPI, vu que maintenant vous investissez en Espagne, les loyers ne sont pas imposables, n'est-ce pas? Ils sont imposables, mais moins qu'en France. On va dire que les loyers en Espagne sont imposables, mais moins qu'en France, parce qu'on fait quand même une déclaration auprès des impôts. Donc il y a quand même une taxation qui est faite, mais elle est moindre que la France, effectivement, oui. Mais ça, après, c'est la rentabilité de la SCPI, hein. Ça rentre dans les fonds de la SCPI, c'est pas vous directement. Donc ça rentre dans les fonds de la SCPI, donc il y a une rentabilité qui est beaucoup plus intéressante. C'est pour ça qu'on a choisi l'Espagne, puisque la fiscalité sur les loyers est moins élevée qu'en France. Euh, alors, j'ai pas suivi les Espagnes. Quels frais de gestion sur vos contrats d'assurance vie? Donc, sur les contrats d'assurance vie, c'est ce que j'avais précisé dans la présentation. On est à 4,5% de frais d'entrée et à 1% de frais de gestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez 100 euros sur le contrat, vous avez 4,50 € qui est déduit des 100 euros. Donc, c'est une rentabilité que vous allez pouvoir compenser grâce à à la rentabilité du contrat sur les 2, 3 premières années. Donc, je prends un exemple très simple. Demain, vous mettez 1 000 € sur le contrat, vous avez 4,5% de frais. Donc, au final, vous investissez que 950 euros à peu près, hein. Donc, ça veut dire que les 950 euros vont générer, par exemple, la première année, 4%. Donc, au final, vous serez à moins 0,5, puisque 4% de rentabilité, 4,5% de frais, on est à 0,5 de rentabilité. Ensuite, la deuxième année, si vous êtes à 4% de rentabilité, dans ce cas-là, vous serez à 3,5. Ensuite, la troisième année, si vous êtes à 4%, vous êtes à 4%, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que les épargnes qu'on propose, c'est toujours de l'épargne sur du moyen long terme. Dans tous les cas, votre contrat, si vous partez sur du long terme, logiquement, avec les chiffres qu'il y a, comme je vous avais expliqué dans la présentation, logiquement, c'est rentable. Logiquement, c'est rentable. Si on se chiffre sur 100 quand je parlais tout à l'heure de la rentabilité des contrats d'assurance vie ou des marchés financiers sur 120 ans, j'ai pris en compte tous les éléments. J'ai pris en compte 2 guerres mondiales, j'ai pris en compte les problématiques qu'il y avait eu aux États-Unis en 2008, les subprimes. J'ai pris le Covid, j'ai pris tout ça, j'ai pris tous ces éléments-là. Et ça n'a pas empêché que sur 120 ans, la moyenne de la rentabilité sur les marchés financiers, c'est 5% par an. Si vous prenez sur les 30 dernières années, la rentabilité des marchés financiers, c'est 5% par an sur des profils dynamiques, minimum. Donc on est vraiment sur du minimum. Donc c'est intéressant sur du moyen long terme. Est-il possible d'investir dans la SCPI et toucher la rentabilité plus tard pour éviter d'être imposé? Oui, c'est possible, via ce qu'on appelle le démembrement. Donc ça, on pourra le voir en rendez-vous si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc je répète la question, est-il possible d'investir dans la SCPI et de toucher la rentabilité plus tard pour éviter d'être imposé? C'est possible via ce qu'on appelle le contrat de la SCPI sous forme de démembrement, c'est-à-dire qu'au final, vous renoncez au loyer et sur une durée précise, et dans ce cas-là, la rentabilité, vous la toucherez après, après la fin du contrat. Et c'est très intéressant puisque ça rapporte 5% par an, sans taxes, sans impôts, sans plus-value. Pour ouvrir un terrain, si je ne me trompe pas, mon conseiller m'avait dit qu'il fallait prévoir 1 000 € à mettre dessus au début. Alors, pour ouvrir le terrain, oui. À l'ouverture du terrain, c'est minimum 1 000 € et vous pouvez l'alimenter avec un minimum de 100 € par mois. Minimum. Vous ne pouvez pas aller en dessous de 1 000 €. Par contre, on peut transférer le PERCO avec 50 euros. C'est ce qu'on a négocié. Donc, on peut transférer votre PERCO avec 50 euros. Après, une fois que le terrain est ouvert, voilà, même si vous faites un transfert que votre terrain est ouvert, le minimum, de toute façon, le versement minimum sur le terrain, c'est 1 000 €. On ne peut pas aller en dessous de 1 000 € de versement. Y a-t-il un système de parrainage si on conseille à des proches d'ouvrir un contrat chez vous? Oui, il y a du parrainage qui est possible. Donc, ce ne sera pas de l'argent, ce sera des chèques cadeaux, Inch'Allah. Mais il n'y a pas de problème. Vous me contactez ou lors de notre rendez-vous, si vous conseillez des clients de venir chez nous, il n'y a pas de problème. On peut vous rémunérer selon le montant que la personne aura ouvert. On vous versera une partie en chèque cadeau disponible à la FNAC ou autre. Donc, c'est toujours ça de prix.
Pourquoi vous arrêtez à 10 ans et demi pour la SCPI? Pourquoi je me suis arrêté à 10 ans et demi pour la SCPI? Parce que c'est une moyenne de détention. C'est-à-dire qu'au final, quand on part sur de l'épargne, on part sur entre 8 et 10 ans, toujours sur les prélèvements. Mais lors de l'entretien que vous allez avoir avec le conseiller, si c'est avec moi ou avec un autre, si vous avez déjà un conseiller qui vous suit, on peut faire des simulations sur 5 ans ou 6 ans, 7 ans. En dessous de 5 ans, la SCPI, ce n'est pas intéressant. Le contrat d'assurance vie, en dessous de 5 ans, ce n'est pas intéressant. Je vous dis la vérité. Si vous ouvrez un contrat d'épargne sur 1 ou 2 ans ou 3 ans, ça ne sert à rien. Vaut mieux garder les fonds, vaut mieux les garder. Ça ne sert absolument à rien puisque non seulement votre argent n'aura pas le temps de travailler, mais en plus, avec les frais que vous allez avoir et les frais de gestion et autres, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, les épargnes que l'on propose chez nous, c'est sur du moyen long terme et c'est uniquement sur un minimum de 5 ans. Sinon, ce n'est pas intéressant. Machallah, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. C'est très, très bien. C'est très intéressant. C'est plus interactif. D'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, je sais que c'est compliqué d'écrire. Mais si vous voulez, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. On est là pour vous répondre. Alors, dites-moi. Alors, j'ai pas d'autres questions. Balakofik pour vos réponses. Expliquez la renonciation au loyer SCPI, s'il vous plaît. Expliquez la renonciation au loyer SCPI. J'ai pas compris votre question. Ah, ça, c'est une bonne question. Y a-t-il un risque d'une diminution de la valeur de la part de la SCPI? Oui, comme toujours. Il y a toujours des risques. Dans chaque investissement que vous allez faire, vous aurez toujours des risques. Pourquoi? Parce que on investit dans l'immobilier et l'immobilier a une valeur. Ça monte, ça descend, il y a une valorisation. C'est comme si demain vous achetiez un appartement, que vous avez acheté 100 000 euros, vous ne pouvez pas être garanti que dans 10 ans, il va valoir 110 ou 120 000 ou 130 000. C'est pas possible. Dans la SCPI, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la valeur de la part peut diminuer avec, entre guillemets, la valeur du marché de l'immobilier. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on a eu un contrôle de l'AMF, donc on a l'autorité des marchés qui a contrôlé l'ensemble des SCPI pour voir est-ce qu'ils sont rentables, est-ce qu'elles respectent la réglementation, est-ce que les parts ne sont pas trop élevées par rapport à un ratio qui a été mis en place. La nôtre, elle est entre guillemets sous-cotée. C'est-à-dire que logiquement, notre part aujourd'hui est à 202 euros. Normalement, avec la rentabilité que l'on a, puisqu'on n'a pas de dette, et ça c'est vraiment un plus pour nous, c'est qu'on n'a pas de dette, donc on n'a pas de crédit, donc on n'a pas de taux d'intérêt qui sont. Aujourd'hui, vous avez des SCPI qui empruntent sur les marchés financiers, où vous avez un taux d'intérêt qui est à 5% et vous avez une rentabilité qui est à 4,5%. Donc au final, les loyers servent à payer, à rembourser juste l'intérêt. Donc, c'est une problématique. Donc, nous, aujourd'hui, on a eu ce contrôle qui a été fait et la valeur de notre part est sous-cotée. Entre guillemets, on devrait être normalement à 208, 210 euros la part. Mais on est toujours sur ce qu'on appelle un bon père de famille. C'est-à-dire que quand on ouvre des contrats et quand on lance des produits d'épargne, on est toujours comme un père de famille qui va prendre soin de sa famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, quand je conseille mes clients, je les conseille comme si c'était mon frère, comme si c'était ma sœur. Il n'y a pas de différence. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intelligent ou pas intelligent, que tu sois cultivé ou pas, la réflexion qu'on va avoir et l'accompagnement qu'on va vous donner, c'est le même accompagnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui met 100 000 euros, quelqu'un qui met 1 000 euros chez nous, il a le même traitement de faveur. C'est-à-dire que c'est la même chose. Il reçoit les mêmes conseils, il a la même attention, on lui explique exactement la même chose, on l'aide de la même manière et on lui donne les informations de la même manière. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est d'aider les gens, c'est d'accompagner les gens, c'est de vous accompagner pendant toute votre vie financière. Parce que la relation que l'on a aujourd'hui, c'est une relation qui est sur du durable, c'est sur du long terme. Et après, derrière, peut-être ça va être vos enfants ou les personnes qui viendront derrière. Donc oui, la diminution de la valeur de la part aujourd'hui, elle est possible, mais elle peut être comme à la hausse, comme à la baisse. Si elle diminue, ça veut dire que vous perdez une part de votre valeur, de ce que vous avez investi. Mais si elle augmente, bah, dans ce cas-là, vous avez fait une plus-value. Et la plus-value est taxable. Donc ça veut dire qu'au final, si demain, aujourd'hui, vous achetez vos parts à 202 euros, parce qu'au départ, quand on a ouvert la SCPI, c'était 200 euros la part,
Aujourd'hui, elle est à 202 euros. Donc, ça fait 1% de réévaluation. Si on réévalue encore la part, c'est-à-dire que les personnes qui ont acheté à 202 vont bénéficier d'une augmentation et d'avoir une rentabilité plus importante. Ensuite, pour éviter les impôts pendant 5 ans, vous avez dit. Pas compris. Expliquer la renonciation au loyer SCPI, s'il vous plaît. Bah, ça, je vous l'expliquerai en rendez-vous. C'est ce qu'on appelle, pour éviter les impôts pendant 5 ans, c'est ce qu'on appelle du démembrement. En gros, vous renoncez au loyer pendant 5 ans et au bout de 5 ans, vous récupérez une partie des parts, ce qu'on appelle du démembrement. C'est-à-dire qu'au final, je dis n'importe quoi, vous investissez 100 000 euros sur le contrat sur une période de 10 ans, et bah, au bout de 10 ans, vous allez récupérer 150 000. Les 50 000 euros que vous allez avoir, sont nets d'impôts, nets de fiscalité, nets de tout. Pas de frais dessus, pas de plus-value, ni rien du tout. Par contre, pendant 10 ans, vous ne touchez pas de loyer. Et ça, peu importe la somme que vous allez investir dedans. Et vous avez la possibilité de le faire sur 3 ans, sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans. Donc, plus vous allez sur une durée longue, plus la rentabilité et plus l'abondement que vous allez avoir sera importante. D'accord? Et ça, on pourra vous l'expliquer en rendez-vous. Si les biens augmentent, les parts augmentent également. La valeur immobilière, exactement. Si la valeur immobilière augmente, les parts sont réétudiées à chaque fois, chaque année. Donc, chaque année, on réétudie les parts, voir si oui ou non, mais actuellement, on est sur une phase plutôt descendante, puisque la valeur des biens diminue. Ça veut dire que quand on achète moins cher que ce qui était prévu au départ. C'est plus avantageux, du coup, le démembrement. Exactement, c'est plus avantageux, oui, mais vous renoncez au loyer. Vous n'avez pas de loyer qui tombe. Donc après, tout va dépendre des projets que l'on a. Tout va dépendre si j'en ai besoin ou pas. Est-ce que j'ai besoin de cet argent-là ou pas? Mais on pourra en discuter et faire le comparatif entre les deux si vous le souhaitez pendant un entretien. 33 questions quand même ce soir. C'est très très bien. D'autres questions ou tout est bon pour vous? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ah oui, du coup, je réinvestirai les loyers, moi. Oui, mais du coup, je réinvestis. Oui, après, vous avez la possibilité de les réinvestir, mais ça veut dire que chaque année, il faudra faire un point avec votre conseiller. C'est-à-dire que si vous placez une somme sur le contrat de la SCPI, chaque année, vous pouvez réinvestir les loyers. C'est-à-dire qu'au final, vous allez toucher les loyers. Chaque année, vous faites un point avec le conseiller. J'ai touché, je ne sais pas, 3 000 euros. J'aimerais les remettre sur la SCPI. C'est possible. Soit vous renoncez au loyer, et dans ce cas-là, c'est automatique. Soit vous les touchez, et dans ce cas-là, il faut les réinvestir chaque année en faisant un point avec votre conseiller. Mashallah, barakallahu fik, merci beaucoup à vous. Peut-on investir avec l'assurance vie dans votre, peut-on investir avec l'assurance vie? Je n'ai pas compris, excusez-moi. Peut-on investir avec l'assurance vie dans votre assurance vie? Ah non, peut-on investir d'accord, d'accord. Peut-on investir dans la SCPI via l'assurance vie? C'est prévu. C'est pas quelque chose qu'on a mis encore en place, mais voilà, c'est prévu qu'on puisse utiliser des fonds d'assurance vie pour investir dans la SCPI, que l'assurance vie puisse investir dans la SCPI. C'est possible. Mais dans tous les cas, il y a des produits déjà financiers, immobiliers, qui sont inclus dans l'assurance vie et qui permettent d'avoir des rentabilités pratiquement équivalentes avec de la SCPI. Donc, dans toute façon, sur tous les marchés financiers que vous avez, comme c'est mondial, vous avez des projets immobiliers qui sont très intéressants et qui ont une rentabilité quasi équivalente avec une SCPI. Oui, vous pouvez effectivement, comme vous touchez, il y a une question qui disait, je touche tous les 3 mois et je réinvestis d'office, pas chaque année. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tous les 3 mois, dès que vous avez touché des loyers, vous pouvez les réinvestir sans problème. Vous prenez contact avec votre conseiller et vous réinvestissez. Sachant que la SCPI, le minimum pour réinvestir dessus, c'est 1 000 euros. En dessous de 1 000 euros, on ne réinvestit pas. Et pareil, vous pouvez mettre en place un prélèvement mensuel. Vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez sur la SCPI. Donc, vous pouvez mettre en place 1 000 euros par 1 000 euros à l'ouverture et par exemple 200 euros par mois. Vous pouvez changer les prélèvements quand vous le souhaitez et vous pouvez les augmenter ou les diminuer quand vous le souhaitez. Donc ça prend toujours un petit décalage d'un mois. Pareil pour l'assurance vie, vous pouvez les arrêter quand vous voulez, vous pouvez réinvestir dedans quand vous voulez et vous pouvez augmenter ou diminuer les mensualités quand vous le souhaitez. Y a-t-il un risque? Non, ça, je l'ai déjà lu. Minimum 610 euros par trimestre. Minimum c'est 600. Non, le versement minimum sur la SCPI, c'est 1 000 euros. On ne peut pas investir moins de 1 000 euros sur un versement complémentaire. Sur des versements mensuels, c'est toujours un multiple de 200. 200,
400, 600 euros. Mais on ne peut pas, vous pouvez mettre en place un prélèvement soit mensuel, soit trimestriel sur la SCPI. D'accord? Mais c'est un prélèvement que vous mettez. Ce n'est pas vous-même qui faites le virement. C'est-à-dire qu'au final, vous mettez en place un prélèvement tous les 3 mois, qui peut être intéressant, du montant du versement que vous recevez de la SCPI. Par exemple, si vous avez un versement, je ne sais pas moi, de 800 euros par an, par mois, par trimestre, par exemple, de la SCPI, bah dans ce cas-là, vous mettez en place un prélèvement tous les 3 mois de 600 euros ou 800 euros. J'ai raté le début de la présentation. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y aura un replay, Inch'Allah, qui sera disponible, que vous pourrez récupérer sur la présentation. Vous pourrez le récupérer. Normalement, ça vous sera envoyé par mail. Mais après, si vous avez besoin de plus d'explications, de toute façon, moi, je vous recontacterai parce que je vais avoir vos contacts et on pourra se fixer un rendez-vous de façon à ce que je vous réexplique ce qu'on s'est dit ce soir, Inch'Allah. C'est bon pour vous? Pas d'autres questions? Bon, bah, je pense que je vais couper. Et pour des comptes courants halal, vous avez quelque chose. Non, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de compte conforme à l'éthique musulmane, des comptes courants. On n'en a pas. On n'a pas de solution aujourd'hui. On avait démarré il y a quelques années des solutions, mais on s'est rendu compte que ça coûtait extrêmement cher de mettre ça en place. Et malheureusement, pour l'instant, entre guillemets, la communauté n'est pas encore prête, on va dire, à avoir ce type de produit-là. Donc, je sais qu'il y a quelques solutions qui sont sorties sur le marché, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut et comment c'est perçu. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problématique? Est-ce que c'est conforme? Oui, je pense que c'est conforme, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Si vous n'avez pas d'autres questions, d'accord, je vous remercie beaucoup. Pas de souci, à votre service. De toute façon, je crois que je vais avoir vos coordonnées. Je vous rappellerai certainement dans la semaine pour voir justement bah, si vous aviez des questions complémentaires et si on peut se fixer un rendez-vous pour discuter un petit peu des différentes solutions que l'on a. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci pour votre participation et à très bientôt, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Salam alaikum à tous.